Imaginez un continent comme ça, constamment tiraillé. D'un côté, on a le rêve d'une grande nation unie, un rêve qui date de Simone Bolivar et qui est encore là aujourd'hui. Et de l'autre, on a des frontières qui sont nées dans la douleur et des forces qui n'arrêtent pas de diviser le tout. C'est ce bras de fer permanent au cœur même de l'Amérique latine qu'on va explorer ensemble. Du coup, la question est assez simple. Est-ce que l'Amérique latine, c'est une seule et même histoire, ou alors c'est une multitude de récits qui s'ignorent complètement? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer, un désir d'intégration, de se mettre ensemble, qui se heurte sans arrêt à de puissantes forces de division qui viennent parfois de l'intérieur et parfois de l'extérieur. Pour bien comprendre ce tiraillement, il faut revenir à la base, à la naissance même de ces nations. On est au début du 19e siècle et les grands empires, espagnols et portugais, sont en train de s'effondrer. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour bâtir une nation sur les ruines d'un empire? Comme on le voit sur cette chronologie, le chemin vers l'indépendance a été tout sauf le même pour tout le monde. D'un côté, il y a des colonies espagnoles. Là, pendant les années 1820-1830, ça a été des guerres longues, sanglantes. Et de l'autre côté, on a le Brésil, qui en 1822 devient un empire de manière quasi pacifique, simplement parce que Dom Pedro, le fils du roi du Portugal, a décidé de rester. Cette différence de départ va vraiment marquer le continent pour très longtemps. Alors le truc vraiment intéressant ici, c'est que ces nouvelles républiques, même si elles étaient inspirées par de grands idéaux de justice et de droit, elles ont eu un mal fou à se défaire de leur héritage. Le pouvoir, il est resté concentré dans les mains des grands propriétaires terriens, le clientélisme était la norme, et puis les ressources de l'État, elles étaient très limitées. En gros, un idéal hyper ambitieux face à une réalité très, très dure. Et cette naissance, attention, elle ne s'est pas du tout faite dans la paix. Loin de là. Regardez ce chiffre, 26%, c'est la proportion des frontières actuelles qui sont le résultat direct de guerres. La carte du continent a été, littéralement, redessinée dans le sang. Et ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, le tout dernier conflit frontalier, c'était en 1995 entre le Pérou et l'Équateur. Mais voilà, face à cette fragmentation quasi originelle, il y a une autre force qui a toujours été là, en parallèle, le rêve d'unité. Pour essayer de contrer cet éclatement, plein de tentatives ont vu le jour pour créer de grands blocs régionaux, à la fois économiques et politiques. Prenons les deux exemples les plus connus, qu'on compare ici. Au nord, on a l'Aseuyum, l'ancien ALENA. Ça a bien multiplié le commerce, c'est vrai, mais le grand défi, ça reste la domination écrasante des États-Unis. Au sud, il y a le Mercosur, qui visait un marché commun, mais il est paralysé par le même problème, une asymétrie totale où le Brésil pèse beaucoup plus lourd que tous ses partenaires réunis. Dans les deux cas, c'est le même constat. L'intégration se heurte à des déséquilibres de pouvoir. Et ça, ce n'est que le début d'une vraie soupe d'acronymes. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces projets, comme l'UNASUR ou la CELAC, ils ont été créés pour une raison principale, construire un espace politique sans les États-Unis. C'est une quête d'autonomie qui, malheureusement, s'est souvent pris les pieds dans le tapis de la réalité. Et voilà, on touche au cœur du problème. Le rêve d'intégration se fracasse sur la réalité géographique. Pensez-y une seconde. Il est parfois plus simple et moins cher d'envoyer un container de Sao Paulo jusqu'à Shanghai, à l'autre bout du monde, que de l'envoyer dans la capitale du pays voisin. Face à ça, les intérêts nationaux finissent presque toujours par l'emporter sur les grandes ambitions régionales. Mais la plus grande force de fragmentation, elle ne peut être pas entre les pays, mais bien à l'intérieur d'eux. La violence endémique qui ronge le continent, ce n'est pas juste un fait divers, c'est un vrai facteur géopolitique, un truc qui déchire les sociétés de l'intérieur. Regardez bien ce chiffre, 43 sur 50. C'est le nombre de villes parmi les plus meurtrières du monde qui se trouvent en Amérique latine. C'est dingue. Dans certains pays, il y a plus de morts violentes que dans des zones de guerre officiellement déclarées. Là, ce n'est plus un problème social, c'est un phénomène qui structure la vie et la mort. Pour comprendre ça, le concept d'antimonde est assez éclairant. En gros, c'est un monde parallèle, celui des cartels, des trafics, de toute l'économie souterraine. Mais ce n'est pas un monde à part, c'est le négatif du monde officiel. Il se sert de ses ports, de ses banques, de sa corruption pour grandir. C'est une force immense qui ronge l'autorité des États de l'intérieur. Et bien sûr, cette violence a un coût économique absolument délirant. Ce graphique montre que pour des pays comme le Honduras ou le Salvador, c'est plus de 6% de leur richesse qui part en fumée chaque année. Pour se faire une idée, c'est comme si le pays travaillait plus de 3 semaines par an juste pour payer la facture de l'insécurité. C'est un frein total au développement. Ok, on a parlé des forces de division qui viennent de l'intérieur. Maintenant, parlons de la plus grande force externe qui a façonné le continent, l'ombre omniprésente du voisin du Nord. La relation avec les États-Unis, c'est un mélange hyper complexe de domination, d'intervention, mais aussi d'interdépendance. Cette chronologie, elle montre super bien l'évolution. Au départ, on a la doctrine Monroe, qui était censée protéger le continent de l'Europe. Et puis, petit à petit, on arrive à une politique ouvertement interventionniste. Pendant la guerre froide, la lutte contre le communisme a servi de prétexte à d'innombrables ingérences, allant jusqu'à soutenir des dictatures sanglantes, tout ça au nom de la sécurité nationale américaine.
Cette phrase de Theodore Roosevelt en 1904, elle marque vraiment un tournant. Les États-Unis ne se contentent plus de dire « l'Europe, pas chez nous ». Non, ils s'autoproclament gendarmes et ils s'octroient un droit d'ingérence qu'ils vont utiliser massivement par la suite. Bon, il faut quand même nuancer un peu, l'influence de Washington n'est pas la même partout. On peut voir une sorte de gradient très clair, une emprise quasi totale sur ce qu'ils appellent leur arrière-cour, c'est-à-dire l'Amérique centrale et les Caraïbes, et des relations beaucoup plus équilibrées, voire concurrentielles, avec les géants d'Amérique du Sud comme le Brésil ou l'Argentine. Face à cette longue histoire de domination, un vent de changement a commencé à souffler au début des années 2000. Une nouvelle génération de dirigeants est arrivée au pouvoir avec une volonté très claire, s'émanciper de la tutelle américaine et aller chercher de nouveaux partenaires sur la scène mondiale. Ce fameux virage à gauche qui a marqué le début du XXIe siècle, il n'était pas du tout monolithique. En fait, il faut bien distinguer deux grands courants. D'un côté, une gauche radicale, comme au Venezuela, avec des nationalisations, une forte opposition à Washington, et de l'autre, une gauche plus modérée, comme au Brésil sous Lula, qui a plutôt cherché à combiner économie de marché et politique sociale ambitieuse. Deux stratégies très différentes pour une même quête d'autonomie. Et cette diversification, elle est spectaculaire. Le plus grand changement, le vrai game changer, c'est l'arrivée massive de la Chine, qui est devenue un investisseur et un créancier incontournable et qui a complètement rebattu les cartes. Mais on voit aussi des liens qui se renforcent avec l'Europe et, chose nouvelle, la création d'institutions sud-sud pour essayer de concurrencer le FMI et la Banque mondiale. Au final, le tableau d'aujourd'hui ressemble un peu à ça. Il n'a pas une, mais plutôt trois Amériques latines. Il y a le Nord, qui est totalement intégré aux États-Unis, il y a le Centre, qui reste leur sphère d'influence privilégiée, et puis il y a le Sud, qui parvient de plus en plus à jouer sa propre carte dans un monde devenu multipolaire. On termine donc là où on a commencé. Ce bras de fer historique entre l'unité et la fragmentation est-il en train de prendre fin ? Est-ce que l'arrivée de nouveaux joueurs comme la Chine va permettre au continent de devenir enfin maître de son destin ? Ou bien n'est-ce qu'un nouveau chapitre de ce tiraillement éternel avec simplement plus d'acteurs pour tirer sur la corde ? L'histoire, comme toujours, est en train de s'écrire